Dans cette vidéo, nous allons tenter de découvrir ensemble le premier principe de la thermodynamique. Le premier principe de la thermodynamique, c'est un principe, vous verrez, vous le connaissez déjà probablement un petit peu intuitivement parce que c'est un principe de conservation et on va pour découvrir celui-ci utiliser un autre principe de conservation qui est celui que vous connaissez déjà, c'est-à-dire le principe de conservation de la masse. Vous le connaissez déjà depuis vos rénovés normalement, parce que votre prof de sciences aura dû vous parler en fait de la célèbre phrase de Lavoisier qui disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cela veut dire en fait que dans un système, euh, la masse que vous allez avoir à l'intérieur de ce système ne va pas varier au cours d'une transformation. Cela veut dire que même si vous avez des apports de masse qui sont représentés ici par des flèches ou justement des pertes de masse qui sont représentées par les flèches sortantes, eh bien la somme des entrées et des sorties doit être nulle. C'est-à-dire que toute la masse entrante doit être égale à la masse sortante. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on étudie ici, ce sont des régimes permanents. Et donc, dans un régime permanent, si jamais il y a trop qui sort, eh bien, à ce moment-là, le régime va se vider, le système va se vider, alors que s'il y a trop qui rentre, eh bien, le système va, entre guillemets, exploser parce qu'en fait, il ne pourra pas contenir toute la masse. Et donc, on ne peut pas avoir donc de balance ni positive ni négative. Et c'est représenté ici par ces deux équations. dm du système, donc la variation de masse du système par rapport au temps, est égale forcément à la somme de toutes les entrées et des sorties. Et cette somme doit être nulle. Et donc, c'est ça qui est exprimé dans le principe de conservation de la masse. On va voir quelque chose de similaire pour la conservation de l'énergie, mais avant de se pencher vraiment sur la conservation de l'énergie, on va déjà se poser la question de qu'est-ce que l'énergie et qu'est-ce qu'on en sait pour le moment. À l'intérieur de ce cours, ce qu'on a vu pour le moment, eh bien, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'est l'énergie. On sait qu'elle peut prendre différentes formes, on a parlé du travail, de transfert de travail, de chaleur, et que ça c'était l'énergie. Et intuitivement, on se dit qu'en fait, cette énergie, elle est conservée. En fait, on va avoir des transferts qui se font, mais on n'a pas parlé du fait que quand l'environnement transférait du travail vers le système ou inversement, il y avait une perte, etc. Et pareil pour la chaleur. Donc c'est quelque chose qu'on arrive à sentir un petit peu, de se dire, tiens, en fait, il va y avoir une conservation de cette énergie, mais on ne sait pas trop ce que c'est, ni même ce que elle va pouvoir prendre comme forme. On va aussi du coup regarder un tout petit peu à ce que c'est l'autre chose quand on dit principe de conservation de l'énergie. Ben, qu'est-ce que c'est un principe? En fait, un principe, ça c'est une définition donnée par Poincaré, c'est une proposition première posée et non déduite. Ça veut dire en fait que ce n'est pas quelque chose qui est mathématiquement démontré à partir d'une formule ou de quelque chose d'autre, comme on aurait par exemple le triangle de Pythagore. Là, bien, il y a une démonstration, et donc c'est quelque chose qui est tout le temps vérifié. Ici, en fait, c'est quelque chose qui est démontré. Et là, justement, en fait, la thermodynamique et les deux principes de la thermodynamique sont justement euh, la même chose, c'est-à-dire quelque chose pour lequel on a d'abord émis une hypothèse. Grâce à cette hypothèse, on a écrit une loi. Et la loi, en fait, n'a jamais été invalidée dans toutes les expérimentations qu'on a pu faire. Donc en gros, on se base sur le fait que on a imaginé cette loi, on ne sait pas la démontrer mathématiquement parce qu'il manque entre guillemets des éléments pour partir vraiment de quelque chose de mathématique, qui viendra peut-être un jour si on arrive à avoir une physique réunifiée. Et donc, en fait, c'est une différence qui est fondamentale par rapport à un théorème, celui que je citais tout à l'heure, donc le théorème de Pythagore, qui lui découle vraiment de quelque chose qui est écrit mathématiquement. Ici, en fait, on a fait des observations scientifiques, et de ces observations, on en a tiré un principe. Pour rappel, le premier principe, on a vu dans l'introduction du cours que c'était la conservation de cette énergie et surtout aussi l'équivalence du travail et de la chaleur. C'est quelque chose que vous verrez lors du laboratoire de thermodynamique. C'est l'expérience de Joule. Joule qui a décidé d'effectuer un travail avec une masse. Donc en gros, il a effectué un déplacement, son poids ici. Il l'a déplacé vers le bas et donc c'est une force fois un déplacement. Et ici, à l'intérieur, il a fait tourner une pale.
hein. On a donc une hélice qui tourne à l'intérieur ici du bocal. Et cette hélice qui tourne à l'intérieur du bocal, elle va faire une augmentation de température. Et il a donc prouvé, en fait, que un travail, ici, qu'on appellera dans ce cours ici un travail, on appelle ça W pour work en anglais, va créer une augmentation de température et donc un flux de chaleur. Alors, ça c'est ce que vous devrez vérifier au laboratoire, qu'expérimentalement, on trouve qu'une kilocalorie est environ égale à 4,1855 kJ. Pourquoi j'ai dit environ égal? Parce que vous verrez qu'il y a des paramètres extérieurs qui font varier en fait la valeur que vous pouvez essayer de trouver. Ça c'est bien sûr une kilocalorie égale 4,1855, la valeur exacte. On va donc maintenant essayer de trouver une expression pour ce premier principe. Et dans cette expression, on va voir qu'en fait l'équivalence travail-chaleur a toute son importance. En fait, on va justement prendre un système, on va se dire, tiens, qu'est-ce qui va pouvoir modifier l'énergie de ce système? Et en fait, on va donc écrire, bien, c'est ce qu'on avait un peu pressenti, bien que chaque chose qui peut modifier l'énergie du système, c'est soit un flux de chaleur, appelé ici Q, soit un échange de travail, appelé W. Et donc, la variation de l'énergie du système qu'on va appeler U, grand U ici, eh bien, delta U, donc la variation de l'énergie du système, elle est égale à quoi? Soit aux apports ou aux pertes de chaleur, plus les apports ou les pertes de travail. Et donc, en fait, on va prendre une convention en disant, eh bien, tiens, tout ce qui est chaleur reçue est positive, tout ce qui est travail reçu est positif, alors que tout ce qui est chaleur perdue ou travail, je disais tout à l'heure perdu, mais c'est plutôt du travail donné à l'environnement, eh bien, à ce moment-là, sera négatif. On va appeler ce contenu énergétique du système l'énergie interne, qu'on notera grand U comme je viens de le dire. Et donc, cette énergie interne, si je devais la définir, eh bien en fait, c'est l'énergie que possède le système par son agitation moléculaire et toutes les interactions qui existent entre les molécules. Cette expression-ci, delta U est égal à Q plus W, c'est l'expression mathématique du premier principe de thermodynamique. Premier principe qui, on l'a dit, est la conservation de l'énergie et le fait que donc l'énergie est globalement conservée et l'énergie, c'est donc en fait soit des flux de chaleur, soit du travail. Voilà, j'espère que vous aurez une meilleure compréhension maintenant de ce qu'est le premier principe. Alors on peut également regarder deux expressions alternatives du premier principe. Ben, le tout premier, c'est celui qu'on avait évoqué, en fait, le cas du système isolé. Donc on avait dit que ce système, quand on a étudié les systèmes, on a découvert les systèmes, on a dit ben, il y a les systèmes ouverts, fermés et isolés. Et le système isolé est le moins intéressant des trois parce que ben, il n'y a pas d'échange ni de chaleur ni de masse, donc il n'y a pas d'échange de chaleur, de travail, de masse qui peut se faire. Et donc en fait là, ben, la variation d'énergie interne, eh bien ça devient delta U égale à 0 parce qu'on ne peut pas faire varier l'énergie interne si on ne peut pas échanger avec. L'autre cas qui lui est plus intéressant, en fait, c'est pour une transformation cyclique. Eh bien, on se rend compte que le travail fourni au système par l'environnement ou l'inverse, eh bien, doit être équilibré par la chaleur perdue ou reçue par l'environnement. Et donc, en fait, quand on regarde une série de transformations, pour toute la série de transformations, on doit à ce moment-là avoir que les flux de chaleur plus les flux de travail, dans leur ensemble, en fait, la somme de tout ça doit être égale à zéro. Ce qui est logique parce que si on veut que la quantité d'énergie totale soit conservée, eh bien, il faut que ce que l'environnement a pu donner soit transmis au système sous forme que ce soit de travail ou de chaleur et inversement que le système ait pu retransmettre pour que le bilan énergétique global soit nul et donc l'énergie soit conservée. On va maintenant prendre un tout petit instant pour regarder un outil très important dans la thermodynamique qui est le diagramme PV. Pourquoi est-ce que cet outil est très important? Parce que si vous vous souvenez, donc là on est en train de parler du premier principe, et donc du delta U est égal à Q
plus W. Si vous vous souvenez ce qu'on avait dit avec la seringue et le piston, ben on s'était dit, tiens, en fait, pour un gaz qui est en fait comprimé dans un piston, si on veut calculer le travail, on va avoir l'intégrale, c'est moins d'ailleurs, l'intégrale de P dV, si vous vous souvenez, pour une transformation qui est réversible. Ok, et donc calculer l'intégrale de P dV, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous étiez en rénové, normalement, on vous a demandé de calculer quelque chose du type, par exemple, des intégrales, et par exemple, l'intégrale de f de x dx. Ok, ben cette intégrale de f de x dx, c'était quoi? Bien, par exemple, on vous donnait une fonction x qui était f de x est égal à, on va prendre un truc simple, x carré par exemple. On disait, ah ben tiens, il faut calculer cette intégrale-là. Et si vous vous souvenez, eh bien, on vous demandait, donc ça, enfin, ici c'est même pas une intégrale, c'est plutôt une primitive parce qu'il n'y a pas de borne, mais on vous disait, ben tiens, je voudrais par exemple connaître l'intégrale de 1 à 2 de x carré dx. Et vous aviez dû dessiner, ah ben tiens, en fait, qu'est-ce que c'est ici? Hop, j'ai mon axe x, mon axe y, et on va représenter f de x, donc ça veut dire y égale x carré. Ok, eh bien, si je dois représenter ça, je vais avoir une fonction de la forme comme ceci ici, mais je vais dire, moi, je vais faire l'intégrale entre 0 et 2, par exemple. Et là, hop, x carré, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une parabole qui ressemble à ça. Et faire l'intégrale de 0 à 2 de x carré dx, ben, qu'est-ce que ça revenait? Ben, en fait, vous alliez faire l'intégrale de 0 à 2 de x carré dx, moins, en fait, cette droite-ci qui était x égale à 0, et donc en gros c'était moins 0. Et ça, en fait, si vous faisiez ça entre 0 et 2, en fait, ce que ça vous calculait la surface comprise ici entre les deux courbes. Ok. Ah, bien donc en fait, quand je dis Wm est égal à moins l'intégrale de PDV, eh bien, c'est calculer la surface qu'il y a en fait dans un diagramme PV en dessous de cette droite d'expression P. Ah, eh bien alors, pourquoi est-ce que ça va être intéressant ici? Eh bien parce que justement, par exemple, si j'ai une transformation qui va de 1 à 2 dans le diagramme PV, eh bien, l'air que j'aurai sous la courbe, ici, l'air que j'aurai sous cette courbe-ci, eh bien, ça, cette air-là, elle va être égale à moins l'intégrale de PDV et donc au travail. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, si je prends maintenant une transformation qui va de 1 à 2 par un chemin différent, que je veux représenter en vert ici, ah, mais je vois que la surface en vert, elle est beaucoup plus grande que la surface en mauve. Ok, eh bien donc si j'efface ici, hop, mon tableau, je vais pouvoir écrire en fait que moins l'intégrale de PDV, donc le travail ici effectué en vert, est plus grand que le travail effectué en bleu mauve. Ok, ah, et bien donc en fait, pourtant je vais d'un point 1 à un point 2, et donc je pars du même état initial et j'arrive au même état final. Et donc, ça veut dire que le travail qui est fourni au système, ici c'est fourni au système parce qu'on voit que c'est une compression qui va de 1 vers 2, donc le fluide reçoit de l'énergie, eh bien, ce sera différent en fonction des transformations qu'on choisit de faire. Ça veut donc dire quoi? Ben, ça veut dire que le travail, et il en sera de même pour la chaleur, eh bien, n'est pas indépendant de l'état, enfin du chemin parcouru.
hein, alors qu'on a vu justement qu'une variable d'état est complètement indépendante de ce qui s'est passé avant, etc. Et donc, une conséquence de ça, c'est que le travail et la chaleur, en tout cas quand ils sont pris séparément, ce ne sont pas des variables d'état. Ça, c'est une conclusion qui est très importante parce qu'on verra par la suite que on va essayer de rechercher de nouvelles variables d'état qui sont liées au travail et à la chaleur. Alors, on va maintenant faire un peu de mathématiques ensemble parce que monsieur Ilewar m'a dit que vous adoriez ça. Et donc, on va un peu regarder quand on a en fait une fonction de deux variables, hein, ou même de plusieurs variables, et en tout cas quand on a au moins deux variables indépendantes, on peut toujours réexprimer, hein, la fonction, sa dérivée, comme si on prend par exemple la fonction, on va dire f de x, y, on pourrait redéfinir sa dérivée comme étant en fait la dérivée de f par rapport à x dx plus, et donc ça se fait pour une grandeur, ben, si on dérive par rapport à x, pour une grandeur y fixée, une grandeur y constante, plus la dérivée de f par rapport à y, à x égale une constante, dy. Ok, donc ça c'est juste la dérivée composée réécrite. Ici, dans notre cas, hein, si on veut réécrire du, on va avoir plusieurs manières de l'écrire parce que U, en fait, pour un gaz parfait, par exemple, pour un gaz, va dépendre de P, T et V, qui sont trois variables, mais en fait, il y a en réalité uniquement deux variables indépendantes, parce que comme on a PV égale RST, on enlève un degré entre guillemets de liberté, et donc c'est soit P et T, par exemple, et on a d'office V. Soit P et V, et on a d'office T, soit T et V, et on a d'office P. Ok, et donc si je prends maintenant cette expression de l'énergie interne, bien, je vais pouvoir réécrire du de trois manières différentes. Je vais nettoyer un peu le tableau. Donc je peux réécrire du de trois manières différentes. La première, en fait, c'est une dérivée de U par rapport à la pression à température constante dP, plus du dt à pression constante dt, et ainsi de suite. Alors il y a une expression qui va m'intéresser beaucoup plus que les autres, hein, et cette expression, c'est du est égal à du sur dt à volume constant dt plus du sur dv à température constante dv. Donc, pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse? Eh bien, parce que dans un système qui est maintenu à volume constant, donc typiquement, je pourrais avoir par exemple un réservoir que je vais venir chauffer ou quelque chose ainsi, eh bien, cette partie-là, ce terme-là, tombe. Parce que si le volume est constant, dV, ici, qui est ici, si mon volume est constant, je vais avoir que dV est égal à 0. Ok, et donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester delta U égale CV delta T. Hein, parce que là, ça c'est du qui est égal à du sur dt à température constante dt. Eh bien, en fait, je vais venir définir ce du sur dt à volume constant comme ce que j'appelle la capacité calorifique à volume constant, c'est-à-dire CV. Une fois que j'intègre des deux côtés, CV, on verra par la suite que, par exemple, pour un gaz parfait, eh bien, c'est une constante. Donc, si j'ai cette condition de CV qui est constant, eh bien, l'intégrale de du, ça nous donne delta U. L'intégrale de CV, ça nous donne delta T.
CVDT, ça nous donne delta T. Pourquoi? Bah alors ça, si vous vous souvenez, eh bien, si j'ai quelque chose comme l'intégrale de dx de, on va dire, de 0 à 2, et bien ça va me faire l'intégrale au final de dx, donc c'est l'intégrale de 1 dx. Ça va me faire quoi? Ça va me faire, la primitive, bah, ça va être x de 0 à 2. Ok, et donc en gros, ça va me faire bah, x final moins x initial. C'est aussi ce que je vais appeler bah, delta de x. Ok, donc ici, si je prends l'intégrale de du, c'est égal à cv l'intégrale de dt, et ça me donne delta u égale cv delta t, avec la condition de chaleur spécifique constante, bien entendu. Alors pourquoi est-ce que c'est très intéressant ceci? Bah, parce que en fait, je sais également d'autres choses, et ce que je sais également, eh bien, c'est que va valoir en fait le travail. Ok, donc que va me valoir le travail dans ce type de situation? Eh bien, j'ai delta U est égal à Q plus W. Quand je suis en système fermé, si mon volume est constant, eh bien, le travail est nul. Hein, ça veut dire quoi le système fermé? Ben, rappelez-vous, c'est le cylindre qu'on avait eu précédemment. Ben, si ici le volume est fixe, ça veut dire que le piston ne peut pas se déplacer, eh bien, je ne saurais pas effectuer un travail sur l'extérieur ou recevoir un travail de l'extérieur, et donc, eh bien, j'ai ce W ici qui est nul. Et donc, je vais avoir que Q est égal à delta U. Et on a dit que delta U, eh bien, c'était égal à CV delta T. Eh bien, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, en fait, que ce delta U qui est égal à CV delta T, eh bien, c'est égal à Q, donc ça veut dire à la quantité de chaleur amenée lors d'une transformation qui se fait à volume constant. Donc ça, c'est très important, en fait, c'est de dire que ce CV, ce coefficient de capacité calorifique à volume constant, eh bien, c'est égal, lorsqu'on multiplie par le delta de température, à la quantité de chaleur apportée lors d'un échange qui se fait à volume constant. Alors maintenant, on vient d'avoir une belle formule qui nous permettait de calculer la variation d'énergie interne pour une transformation qui se passait à volume constant. Et vous vous dites, mais tiens, qu'est-ce qui se passe maintenant quand le volume n'est plus constant? Alors on repart toujours de cette équation, donc du est égal à du sur dt à volume constant, ce qu'on a appelé cv dt, plus le deuxième terme du sur dv à température constante dv. Ce deuxième terme qui du coup n'est plus nul et qu'on va appeler pt dv. En fait, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait, lorsque j'ai une variation de température et une variation de volume, je vais avoir une variation d'énergie interne. Mais en fait, il y a une expérience qui a été faite et qui s'appelle l'expérience de Joule-Gay-Lussac. Donc, je vais juste être très bref sur cette expérience-ci, ici, mais qui va montrer en fait que ce second terme, le pité, lorsque j'ai un gaz parfait, eh bien, l'expérience montre que ceci est nul. Et donc, si ceci est nul, je me retombe sur l'expression pour un gaz parfait, du égale CVDT. Et donc, j'ai l'énergie interne, et ça, c'est une conclusion très importante. L'énergie interne d'un gaz parfait, elle ne dépend que de la température. Pas du volume, donc du coup, pas de la pression, etc., mais vraiment uniquement de la température. Et ça revient à ce que j'avais dit tout à l'heure, tiens, qu'est-ce que c'est l'énergie interne? Eh bien, c'est vraiment les interactions intermoléculaires, et donc l'agitation des molécules et les interactions entre celles-ci que je vais avoir dans mon mélange. Ça, c'est ce qu'on va appeler la première loi de Joule pour les gaz parfaits. Alors je reviens 2 secondes sur qu'est-ce que c'est cette expérience de Joule-Gay-Lussac. Eh bien, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un système qui va isoler complètement, à l'intérieur duquel il va avoir 2 réservoirs différents, séparés par juste une petite vanne. Okay, il va remplir du gaz à une certaine température un des 2 volumes, et dans l'autre, il va venir faire le vide.
De telle sorte à ce que lorsqu'il va ouvrir la vanne, il ne va pas y avoir de travail effectué pour venir pousser un gaz ou autre parce que la pression de ce côté-là est nulle. Et donc, il n'y aura pas de PDV ou autre vu que P est égal à 0. Ok, et donc en fait, il fait ça. Et donc pour lui, comme c'est très bien isolé, il n'y a pas de travail qui arrive de l'extérieur, et il n'y a pas non plus à ce moment-là, eh bien, d'échange de chaleur qui vient de l'extérieur. Et il va se rendre compte en fait que lorsqu'il effectue cette détente-là, avec la pression qui est nulle, eh bien, en fait, il ne va pas y avoir de variation de température. Et donc, pour lui, pas de variation d'énergie interne. Et donc, mais l'énergie interne ne dépend pas du volume. Et donc ce terme πT dV, ce terme πT, donc dU sur dV à température constante, eh bien il est égal à 0. Alors c'est très important et en fait ce n'est pas tout à fait vrai parce que c'est effectivement vrai pour les gaz parfaits, mais on verra que, enfin, vous verrez par la suite, en tout cas pas dans ce cours-ci, mais que lorsqu'on va avoir des gaz qui sont plus réels ou justement d'autres fluides, eh bien ce πT ne va pas rester nul. Voilà, ça, j'espère que comme ça vous avez un peu plus sur cette grandeur-là qui est l'énergie interne. Et maintenant, on va essayer de définir une autre grandeur, parce qu'en fait, on a parlé donc, du fait que l'énergie interne, en tout cas la variation d'énergie interne, c'était égal à la quantité de chaleur lorsque j'avais une transformation, un apport de chaleur à volume constant. Et maintenant, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe, en fait, si j'ai le cas dont on avait discuté dans les vidéos précédentes, non plus un volume qui est constant, mais la pression, donc le cylindre travaille avec la pression atmosphérique et donc une transformation qui se fait à pression constante au lieu du volume constant. Alors, on vient donc de dire qu'un apport de chaleur à volume constant était l'énergie interne. La conséquence de ça, c'est donc qu'un apport de chaleur à pression constante ne correspond pas à la variation d'énergie interne du système. Pourquoi? Eh bien, on rappelle ici donc le premier principe qui est delta U est égal à Q plus W. Et donc, on peut réécrire que Q, donc l'apport de chaleur, est égal à delta U moins W. À volume constant comme W est égal à 0, il y a bien équivalence entre l'apport de chaleur à volume constant et la variation d'énergie interne. Mais si maintenant j'ai un travail qui est effectué, eh bien j'ai Q est égal à delta U moins ce travail. Qu'est-ce qui vaut ce travail? Mais pour rappel, on vient de le revoir encore juste avant. On avait dit que, tiens, pour une pression constante, je vais avoir une variation ici qui est d fois la surface, donc un changement de volume qui sera dV, et donc mon dW sera égal à moins pdV. Ok? Alors ça va nous donner quoi? Eh bien, si je démarre avec ça, je vais donc avoir que du est égal à dq plus dw, et donc dq à pression constante est égal à du moins dw, et dw étant moins pdv, eh bien j'ai du plus pdv ici. Ok? Eh bien, cette nouvelle expression ici, parce que maintenant moi j'ai envie de dire, ok, ben, le flux de chaleur à pression constante, je veux lui donner un nom, et je vais l'appeler l'enthalpie. D, et alors je vais l'appeler par un grand H pour l'enthalpie. Ok, donc je viens de trouver une nouvelle grandeur. Ce dH est égal ici à du plus pdv si je suis à pression constante. Ok, mais donc ça c'est une partie seulement de l'expression, parce que qu'est-ce qui se passe pour l'enthalpie lorsque je ne suis plus à pression constante? Eh bien, on va effacer ceci, et on passe au slide suivant, où je vais vous présenter une expression possible pour l'enthalpie, qui est de dire, eh bien, je vais prendre grand H, l'enthalpie, est égal à U plus PV. Ah, est-ce que ça va donc fonctionner? Parce que ce qu'il me faut, c'est que dH à pression constante soit égal à dQ à pression constante. Eh bien, j'écris donc que H est égal à U plus PV, et donc dH est égal à dU plus D de PV. D de PV, eh bien ça, c'est, si vous vous souvenez, c'est la même chose que de dire je vais faire une dérivée de F fois G.
la dérivée de f fois g, eh bien, si vous vous souvenez, c'est f'g plus f fois g'. Et donc, ici, eh bien, la dérivée de PV, eh bien, c'est f', donc V' entre guillemets dV fois P, plus V fois dP. Ok. Donc ça, c'est des mathématiques que vous connaissez déjà. Et donc, qu'est-ce que ça va nous donner si je réinjecte le dH dans cette équation-ci? Eh bien, je vais avoir dH est égal à du plus PdV plus VdP, hein, ce que je viens juste d'apprendre ici, de décomposer des PV. Et ce que je sais également, c'est que du est égal à dq plus dw, et donc c'est égal à dq moins pdv. Ok, donc je prends cette expression de du et je l'injecte ici. Eh bien, je vais avoir que dH est égal à dq moins pdv. Je vais rajouter l'étape intermédiaire en fait. dH est égal à dq moins pdv plus pdv plus vdp. Ok, mais donc on voit bien que ce terme-ci et ce terme-ci s'annulent. Il nous reste donc dH est égal à dq plus vdp. Et vous voyez que je le barre en bleu ici. Pourquoi est-ce que je barre en bleu? Mais parce qu'on a dit justement, tiens, P est constante. Ah, eh bien on a donc bien défini, en définissant H comme étant égal à U plus PV, on obtient donc bien ce qu'on cherchait, c'est-à-dire que dH est égal à dq plus 0, et donc que la variation d'enthalpie est bien l'apport de chaleur à pression constante. Voilà pour ces grandeurs que vous connaissez. Alors, ici, on va juste maintenant effacer ceci avant de passer au slide suivant. Hop. Et ici, on va maintenant jeter un œil. On va faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait avec du, c'est-à-dire qu'on va décomposer 3 fois dH par rapport à T et P. Et ici, il y en a un seul qui nous intéresse, à nouveau, et c'est cette expression de dH est égal à dH, la variation de H par rapport à la température à pression constante fois dt, plus la variation de H par rapport à la pression à température constante fois dP. On va avoir une nouvelle définition. Tout à l'heure, on avait défini le coefficient de chaleur massique à volume constant, et maintenant on a le coefficient de chaleur massique à pression constante, et on va avoir à nouveau que dH est égal à CPdt pour une transformation lorsqu'elle se passe à pression constante, parce que du coup dP est égal à 0. Ici, on va également avoir, de la même manière qu'on l'avait eu avec l'expérience de Joule-Gay-Lussac, en se disant, tiens, qu'est-ce qui se passe si maintenant j'essaye de généraliser? Eh bien, on va à nouveau avoir un second terme, et ce second terme, il va à nouveau s'annuler pour les gaz parfaits. Et donc, pour un gaz parfait, donc ce terme-ci, ici, hein, donc le terme dH sur dP à température constante, va à nouveau valoir 0 lorsque je serai en train de travailler avec des gaz parfaits. Donc il faut bien faire attention. Ce qu'on a dit tout à l'heure, le du égale CVdt, hein, on a dit bien, en fait, pour un gaz parfait, du égale CVdt. C'est valable au début, on avait dit à volume constant, et puis on s'est rendu compte que pour un gaz parfait, c'était tout le temps valable parce que le deuxième terme était tout le temps nul. Ici maintenant, on va avoir dH est égal à CPdt. Eh bien, en fait, c'est valable pour les transformations à pression constante, mais également pour toutes les autres transformations. Donc ne me faites pas l'erreur, quand vous serez en séance d'exercice ou devant votre examen, de vous dire ah oui, mais je ne peux pas utiliser dH égale CPdt parce que ce n'est pas à pression constante, ou je ne peux pas utiliser du égale CVdt parce que ce n'est pas à volume constant. Non, pour un gaz parfait, vous pouvez toujours utiliser ces deux formules-là, quel que soit le type de transformation, pour calculer la variation d'enthalpie et d'énergie interne. Ça vient également du fait, justement, ce qu'on avait vu, qu'en du, ce que Joule-Gay-Lussac ont prouvé, eh bien, c'était que
l'énergie interne ne dépendait que de la température, et c'est pareil pour le dH, où là c'est l'enthalpie qui ne dépend également que de la température pour un gaz parfait. On peut maintenant regarder un petit peu, tiens, que valent ces CP et ce CV pour voir lequel est plus grand que l'autre, et en fait c'est relativement simple les mathématiques pour arriver en fait à comparer les deux. Il suffit de dire ok, je vais prendre CP et je vais regarder le lien qui existe entre les deux. Le lien qui existe entre les deux, j'écris qu'est-ce que c'est CP moins CV. Eh bien c'est DH sur DT moins DU sur DT, le tout à pression constante. Ça c'est vraiment la définition. Oui, sauf que là je peux réutiliser le fait que je sais ici que H est égal à U plus PV. Comme je sais que H est égal à U plus PV, eh bien, je vais le réintégrer ici. Et donc, ce que j'ai, c'est DU sur DT plus D de PV sur DT. Ok, et, tiens, ça c'est assez facile parce que ce premier terme, maintenant, je me rends compte qu'il se simplifie avec le dernier. Ce sont les mêmes. Et donc, il me reste juste comme dérivé le D de PV sur DT. Est-ce que PV, je peux l'exprimer autrement? Oui, pour un gaz parfait, en fait, je sais que PV est égal à M R étoile T. Ok, eh bien, si je sais que ça vaut MR, R étoile, c'est une notation, c'est parce que je l'ai ici sur mon slide, mais ça c'est R spécifique, entre guillemets, RS. Pourquoi une étoile? Parce qu'en anglais, ils utilisent parfois cette étoile, parce que comme ça commence une étoile, c'est star, comme ça commence par S, eh bien, ils préfèrent utiliser R étoile plutôt que RS. Et donc, en fait, là, c'est MR étoile, ça je peux les sortir directement de la dérivée parce que ce sont deux constantes, et donc il me reste dt sur dt qui vaut 1. Et donc, la relation entre Cp et Cv, qu'on appelle la relation de Maillère, eh bien c'est que Cp moins Cv égale MR étoile. Vous voyez qu'il y a le petit m qui traîne ici, donc c'est bien Cp moins Cv, ce sont des grandeurs qui sont dites totales, parce que donc ça c'est la capacité massique pour l'entièreté de la masse. Je peux diviser par m de chaque côté, et là j'aurai à gauche petit cp moins petit cv égale r étoile ou rs, vous l'appelez comme vous préférez, quoi. Donc j'ai cp moins cv qui est égal à rs, ça c'est la relation de Maillère. Je peux également regarder en fait cette relation par rapport, donc quand je disais justement par rapport à la température, à une température qui augmenterait. Je vous disais tout à l'heure, tiens, ça c'est bien, je peux utiliser un CP constant ou un CV constant. Et bien là, je vous ai donné en fait les ordres de grandeur de variation de différents CP. Attention, ce sont des CP qui sont pris en molaires. Et donc quand on a 25, 28, entre 28 et 35, etc., bien ça, ce sont les valeurs à 0 degré Celsius. Et vous voyez bien qu'en fait, ces valeurs à 0 degré Celsius, elles sont quand même largement variables avec la température. Elle démarre ici et vous voyez où est-ce qu'elle termine de l'autre côté du graphe. Tout ça pour vous dire qu'en fait, effectivement, la loi des gaz parfaits, j'avais déjà une contrainte en disant elle fonctionne bien quand on est à faible pression. Eh bien, la loi des gaz parfaits, l'utilisation de CP constant par exemple, ça fonctionne bien quand je suis avec des faibles pressions et pas trop de variation de pression, et également avec de faibles températures et pas trop d'augmentation de température. Alors, une petite parenthèse pour vous dire aussi qu'en fait, la chaleur molaire à pression constante ou la chaleur molaire à volume constant, c'est deux choses que on n'arrive pas à prédire réellement avec un modèle. On ne peut pas dire, tiens, il y a telle loi d'évolution par rapport à la température. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toutes des mesures expérimentales et puis on vient prendre une courbe. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais du curve fitting. Donc, on vient prendre une courbe qui passe au mieux par tous ces points. Généralement, c'est un polynôme. Ici, c'est un polynôme qui vous est présenté d'ordre 4 avec des constantes qui, vous voyez, elles ne sont pas toujours très très agréables. Et donc, il y a des logiciels ou des tables qui sont utilisées, comme les tables illustrées ici qui s'appellent les tables JANAF. Et en fait, on va donc essayer de resimuler, entre guillemets, l'évolution
du CP et du CV par rapport à des mesures expérimentales qui ont été faites. Et donc ça, c'est un peu toujours le but de la science, hein, c'est de analyser et comprendre des phénomènes physiques pour essayer d'en faire un modèle prédictif. Ici, on ne peut pas dire qu'il y a une loi qui est écrite sur comment ça évolue. En tout cas, pour le moment, on ne la comprend pas encore suffisamment. Et donc, on prend des valeurs numériques expérimentales et on applique du curve fitting là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui vous parlait donc du premier principe et de deux grandes valeurs utilisées en thermodynamique qui sont l'énergie interne et l'enthalpie et qu'on utilisera tout au long de ce cours. J'espère que vous avez appris des choses avec ce cours. N'hésitez pas à me poser vos questions.